Les excuses cachées derrière la stratégie cachée derrière les excuses de youtubeurs. Tu réactes au sextape de Balthazar. Et d'ailleurs, l'histoire de Balthazar, du coup, j'ai compris, vu que Nicotine m'a expliqué. Hier, vu qu'il follow le truc à la mort, il m'a expliqué. Et en fait, j'avais pas capté que c'était un mec de Guinée, un diplomate de Guinée, qui avait fait l'amour avec 400 gonzesses. Et que, en fait, elle avait... En fait, il avait filmé le mec. Et ça, c'est une dinguerie. Il a filmé 400 fois. C'est un truc de fou. Les frérots, vous conseillez quoi comme pack Oli? Moi, je te conseille le pack Ice Tea Black. Ça, c'est de la patate. De toute façon, c'est celui que je bois, mec. Donc, voilà. Boy, youtubeur vulgarisation scientifique, vient d'être condamné à 2 ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs. C'est Experiment Boy? Bah attendez, mais who is this guy? Mais je connais pas ce type, mec. Experiment Boy? Mais what the fuck, mais c'est qui ce mec? 1 million d'abonnés, mec? Vous le connaissiez? Il est condamné à 2 ans. Ah ouais, il a pas sorti de vidéo depuis 4 ans et tout. Ah ouais, c'est noir. Non, c'est pas un ricain en plus, hein. C'est pas un ricain, c'est bien un français, mec. le premier et pour l'instant le seul youtubeur accusé durant le mouvement #balance ton youtubeur à avoir été reconnu coupable par la justice. Je tiens à le rappeler car dans cette vidéo, on va aborder les réponses des créateurs de contenu face à des polémiques de tout ordre, y compris des accusations de violence. Oh putain, il y a Fadj qui a sorti une vidéo. Oh là, après je vais me l'envoyer. Oh, le meilleur youtubeur du monde a sorti une vidéo. Oh là là là, je vais me l'envoyer après. Et sexuelle qu'on appellera VSS. L'idée n'est absolument pas de mettre ces accusations Fadj, mon gars, qu'un simple drama, c'est bien plus grave. Il me paraît trop fort. essentiel de Je le kiffe ce rappeler mec. tout en soulignant le vrai problème judiciaire pour les victimes de ces actes qui ne parviennent. Mais balance ton youtubeur, c'était en quelle année, les gars? C'était en quelle année ce bail? Déjà, j'ai zappé. Toujours pas à obtenir 2018. réparation. Certaines vidéos qu'on va aborder aujourd'hui ont pour but de les invisibiliser, voire de les faire taire. C'est pas du tout le sens de ma démarche. Mon objectif ici va être d'analyser des vidéos pour vous aider à décoder la technique d'excuses ultra majoritaire chez les créateurs de contenu pour faire face à un bad buzz, mais également pour faire face à des faits reprochés qui sont condamnables pénalement. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que ça permet vraiment aux vidéastes de sortir de la crise? Et surtout, quelles sont au sein de ces vidéos les stratégies utilisées pour nous manipuler et pour tenter... Après, est-ce que des cas de youtubeurs qui ont dû s'excuser en public, il n'y en a pas non plus à l'appel? De peut-être The Kairi, peut-être Sardoche, Norman, avec sa vidéo. Moi, pour l'instant, j'ai ces trois-là, en fait. Et Coleman, et en plus, Coleman, on a eu globalement rien à foutre. Alan Food, ouais, mais Alan Food, ouais. De contenu. Je vous propose... Jérôme Niel, putain, j'ai vu. Amaru, ouais. De voir ça ensemble. Dirty Biology. Les youtubeurs, en tant que personnalités publiques, font face à de nombreuses crises et polémiques. Les raisons de ces crises peuvent être variées, on vient d'aborder le sujet des VSS, mais ça peut être pour des choses moins graves. Jérôme Niel, il a fait quoi? Bah en fait, Jérôme Niel, hier, une meuf l'a accusé de... pas de viol, hein, mais... Elle a employé le terme abus. Et il a dit, il a abusé de moi. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Abus moral, abus physique, on sait pas, tu vois. Comme un clash avec un créateur de contenu, ou une accusation de plagiat, ou parfois simplement un contenu qui n'a pas su trouver son public. Mais les gars, qui était là au tout premier drama de... Pour moi, c'est le tout premier drama que j'ai connu dans ma vie. Qui était là à l'époque du drama Mad Podcast, les gars? Parce que ça, mon gars, c'est un drama de vrai OG. Ça, c'est... Fallait être là, en ce moment-là. C'était noir, hein. Et ça, mon pote, le drama Mad Podcast, il a retourné Internet à l'époque. Pour ceux qui savent pas, en gros, Mad Podcast, c'est un mec qui faisait des vidéos sur YouTube, il faisait des podcasts, voilà, comme son nom l'indique. Et en fait, il s'est fait griller de plagiat. Il faisait exactement, mot pour mot, copier-coller les mêmes vidéos qu'un youtubeur américain, j'ai oublié le blaze. Et c'est d'ailleurs comme ça que le roi des rats a commencé YouTube, je crois. C'est sa première vidéo, ou une de ses premières. Et cette vidéo-là, elle a putain de pété, mec. Elle a fait genre 1 million de vues, je crois. Et voilà. Ouais, c'était Motoki. Et je me rappelle, le roi des rats, à l'ancienne, c'était un mec de JVC, c'était un mec de jeuxvideo.com. Et je me rappelle, il y avait v'là les topics là-dessus et tout. C'était n'importe quoi. Je rigole pas, c'est un de mes meilleurs amis, Matt, il a pris tellement cher après. Ah bah frère,
à l'époque, mais les médias et tout, ils en parlaient. Ils en parlaient en mode, après, tu vois, c'est du plagiat et tout, bon, c'est de la merde. Mais à l'époque, c'était un truc de fou malade, l'affaire Mad Parce qu'en Podcast. effet, les créateurs de contenu sont extrêmement dépendants de l'adhésion de leur audience à leur contenu, mais aussi à leur personnalité. Cette adhésion, elle va avoir un effet direct sur le nombre de vues, qui est la manière dont un ou une vidéaste survit numériquement, mais aussi du coup de manière indirecte sur la monétisation. Un bad buzz qui engendre une perte de visibilité, bah forcément, ça va faire perdre de l'argent au vidéaste. Bon, déjà, ça va lui faire moins de revenus. Et nous, on aime l'argent. Moins de vues, mais également, ça peut faire fuir des Nice Clear, merci pour le sub. est le plus récent avec la chaîne Villebrequin. Pour ceux qui ne connaissaient pas, Villebrequin était une chaîne qui parlait d'automobile. Terrible. Qui était dirigée par Pierre et Sylvain, qui était un duo. L'année dernière, moi j'aimais bien Villebrequin, c'est dommage. Annonce se séparer et faire chacun sa carrière de son côté sur sa chaîne YouTube. Mais en août, Pierre sort une vidéo pour dénoncer le comportement de Sylvain. Une grosse embrouille éclate entre les deux, avec principalement des accusations de Pierre vers Sylvain qui s'en défend pas trop. Je suis donc dépité d'en être là et de devoir constater qu'il s'est vendu à lui-même le multiplat, qu'il l'a racheté sans mon accord et pour en bénéficier lui seul. Ce qui me montre visiblement que par rapport aux faits évoqués... Lui c'est... putain attends, il y a Sylvain et comment il s'appelle le deuxième? J'ai zappé. C'est une envie plutôt égoïste qui a motivé ce... Merde, attends, moi j'ai oublié le pauvre. Pierre, putain. Durant la polémique, Sylvain a perdu 100 000 abonnés. Et surtout, depuis, il ne semble pas avoir retrouvé son niveau de vue antérieur à la polémique. Alors, il y a plein de facteurs qui pourraient et qui peuvent probablement expliquer cette baisse de vue, hein, mais c'est probable que ce bad buzz ait joué. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en cas de crise, encore une fois que ce soit bad buzz, plagiat, etc., la relation transparasociale qu'il y a entre l'audience et les créateurs de contenu, elle se met à devenir beaucoup plus visible, on en voit beaucoup plus les ficelles et surtout on commence à la remettre en question. Et c'est ça qui va créer une forme de distance. Moi j'ai juste compris qu'entre les deux il y avait un problème de Fiat multiplat. Après oui bon bah on dit ça, je dis ça grosso modo, mais d'avoir énormément de problèmes d'argent, peut-être de pression, j'en sais rien frère. L'audience et le créateur de contenu. Au moment des crises, l'enjeu donc pour les youtubeurs, c'est de recréer ce lien interpersonnel. Moi je veux pas de lien avec vous. Comme ça, au moins, on est clair. Je veux aucun lien avec vous. De toute façon, on n'en a pas. Aussi simple que ça, les mecs. Voilà. Comme ça, on est clair. En répondant à la crise, en défendant... Mais en fait, moi, ce qui me tue... Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont matrixées par des youtubeurs et des streamers. Je fais, putain, en vrai, c'est ouf, quoi. Je fais, en vrai, c'est fou, hein. Enfin, tu vois, je juge pas. Enfin, si, en fait, c'est clairement du jugement, mais chacun son dire et chacun sa façon, entre guillemets, de vivre les choses. Mais moi, putain, moi, je trouve ça un peu particulier, tu vois. Je trouve ça très particulier comme lien. Il y a que Kamel que j'apprécie de fou. Ouais, bah ouais. Mais Kamel, en fait, c'est le storytelling, tu vois. Genre, c'est ça, en fait. C'est ça qui fait kiffer Kamel. C'est parce que il y a un storytelling de malade autour de ce mec. Par exemple, être matrixé par Emma Cake-up, je suis pas convaincu, tu vois. La communication de crise, bah, c'est quasiment aussi vieux que la communication en tant que domaine. Il n'y a pas de date de début de la communication de crise, mais ça fait des années que la plupart des entreprises sont accompagnées par des professionnels du sujet et du domaine pour gérer ces crises, voire même les anticiper et faire en sorte qu'elles n'adviennent pas. Dans les années 90, il y a notamment William Benoit qui met au point la théorie de la restauration d'image. L'objectif, comme son nom l'indique, ça va être de redorer l'image, redorer la réputation d'une entreprise ou d'une personne. Pour cela, William Benoit va identifier plusieurs stratégies possibles qu'on va petit à petit revoir aussi chez les youtubeurs. Le but pour les entreprises va être de maintenir leur réputation. Des entreprises qui ont connu des crises, on peut en citer plein. Je pense par exemple à Kinder au moment de Pâques, où on avait appris qu'il y avait de la salmonelle. Tout l'enjeu pour Kinder, ça va être de communiquer pour montrer que non, Kinder, c'est safe. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez acheter... Mais la salmonelle, c'est pas une maladie où tu te chies dessus à la mort. À vos enfants. Le problème pour les youtubeurs, c'est qu'aujourd'hui, la plupart n'ont pas du tout d'accompagnement sur le sujet. La plupart des créateurs de contenu ont alors mis en place une forme de stratégie qu'on voit constamment revenir, une forme de pattern, c'est la vidéo d'excuses. Oh, la vidéo d'excuses. Eh non, les vidéos d'excuses, putain. Il y en a, elles sont tétanisantes. Hein. 2018, Logan Paul, probablement un des plus gros youtubeurs américains à ce moment-là. Mais pour moi, je suis désolé, hein, je tire encore sur l'ambulance, mais le live de Prime, parce qu'en plus, c'était franchement, la vidéo d'excuses, c'est une chose, mais le step au-dessus, pour moi, c'est le live d'excuses.
Et le live de Prime, pour moi, c'est un grand classique. Un très très grand classique. Pour moi, tu sais qu'on en reparlera dans longtemps. Hein. Encore aujourd'hui, se rend au Japon dans la forêt du suicide et filme une personne pendue. Son vlog provoque une polémique mondiale et le plonge dans une crise sans précédent. Pour y répondre, il sort une vidéo de 2 minutes intitulée So Sorry où il s'excuse les larmes aux yeux. Like I said, I've made a huge mistake. I don't expect to be forgiven. Oh là là. I'm just here to apologize. Oh putain, atroce. I'm ashamed of myself. Et depuis, on assiste à une prolifération de... Mais tu vois, dans les vidéos d'excuses, je me demande, est-ce que les gens qui font ces vidéos, est-ce qu'ils le pensent vraiment, mec? Ça, c'est un truc qu'on ne pourra jamais savoir, mais est-ce qu'ils le pensent parce que ça les fait vraiment chier d'avoir fait ce qu'ils ont fait? Ou est-ce qu'ils le font parce que juste ils perdent du cash? De vidéos pour répondre à des dramas ou des polémiques sur YouTube. En anglais, ça porte même un nom, ça s'appelle l'apology vidéo, pour vidéo d'excuses. Même avant YouTube, on peut déjà avoir des sortes de vidéos d'excuses. Je pense notamment en 1998, quand le président des États-Unis... Oh putain, Bill Clinton, quand il s'était fait choper d'adultère. Bill Clinton, l'histoire de Bill Clinton, c'est qu'il s'est fait choper d'adultère avec Hillary. Et pendant des mois, il a dit « Ouais, non, je trompe pas ma femme et tout, nanana, je suis un mec clean. » Et sauf que là, ils se sont dit avec tonton, c'est noir. Clinton fait une allocution télévisée pour s'excuser vis-à-vis du scandale avec Monica Lewinsky. À ce moment-là, la vidéo d'excuse n'existe pas en tant que telle, mais on y retrouve déjà tous les codes qu'on va analyser juste après. Et donc aujourd'hui, cette apology vidéo, elle est très utilisée par les youtubeurs, à tel point que c'est même quasiment devenu un mème et une parodie. Pour vous donner un exemple, dans Across the Spider-Verse, donc le dernier film d'animation Spider-Man, j'ai jamais vu une petite séquence qui parodie tous ces youtubeurs qui s'excusent face caméra après avoir fait une erreur. Endorse baby powder. Apologize for endorsing baby powder. I made a mistake. My mustache Oh came in putain. and out. I made another mistake. Mais pour moi, la catégorie d'apologie vidéo, elle n'est pas assez précise. Et surtout, elle n'est pas complètement pertinente. En fait, personnellement, je distingue 3 types de vidéos d'excuses. La réponse à des accusations de VSS, la réponse à une polémique ou un bad buzz, et la vidéo confession. Ces 3 types de vidéos, on va les voir plus en détail juste après, je les mets sous une catégorie que j'appellerai pas du coup vidéo d'excuses, mais plutôt vidéo mise au point. C'est important pour moi d'appeler ça mise au point et pas excuse, parce qu'en fait, ce type de vidéo est parfois utilisé par des créateurs de contenu qui s'excusent pas, et qui ont d'ailleurs même pas à s'excuser. Je pense à Lena Situation qui avait répondu aux différentes polémiques et aux différents harcèlements même qu'elle avait subis sur Twitter. Oh, le délire de Ligue 1, ouais, Ligue 2, nationale et tout là. Où elle reprend ces codes de la vidéo dite d'excuses, et donc que j'appelle vidéo mise au point, mais qui s'excuse pas du tout et qui a aucune raison de s'excuser. Je pense aussi aux vidéos de Mastu. Ça c'est ta faute, mais moi j'ai fait quoi dans ça? J'ai jamais tweet ça. Franchement, alors là, tu peux me reprocher énormément de choses, mais la situation, j'ai jamais rien dit. Où il avait annoncé d'un côté... Le mec, il a dit ça comme ça, en plus, ta faute! En caps lock! Le chien. Ou l'autre devoir faire une pause suite à une forme de burn-out, qui reprennent également ces codes, mais qui sont pas des vidéos d'excuses. Et du coup, Mastu, pourquoi il avait fait une vidéo d'excuses? Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Je pense aussi aux vidéos de Mastu, où il avait annoncé d'un côté sa dépression, ou l'autre devoir faire une pause suite à une forme de burn-out, qui reprennent également ces codes, mais qui sont burn-out, pas des vidéos d'excuses. Et du coup, je me suis plongé et j'ai enquêté un petit peu sur ces vidéos mises au point. Et ce que j'ai trouvé, je pense, peut être intéressant pour les youtubeurs, mais aussi pour l'audience. Comme vous le savez, ces vidéos n'ont pas de sponsor. Je produis, je monte, je tourne, j'écris moi-même. Si vous voulez me soutenir, le mieux, c'est de partager. Et j'ai une surprise pour vous. Durant tout le mois de novembre, si vous partagez une de mes vidéos sur les réseaux sociaux et que vous... Allez, je la partage. La vidéo d'Adam Bro. Hop. Hop. Me mentionner, je vous enverrai un lien pour une vidéo bonus exclusive en lien avec la vidéo que vous avez partagée. Une vingtaine de minutes où je vais revenir un peu sur le sujet, sur les coulisses de la vidéo et aussi on va revoir plus en détail mon analyse des vidéos mises au point. Merci énormément à tous ceux qui le feront. Alors, il y a eu plein d'études, notamment aux États-Unis. The Kairi, il a jamais fait une vidéo de mise au point. Plusieurs schémas qui reviennent constamment ont été identifiés par différentes études, notamment une étude qui a montré que la plupart de ces vidéos semblaient commencer par une forme de disclaimer expliquant que la vidéo n'était pas exactement comme les autres. Mais j'ai pas le souvenir de ça. De The Kairi qui fait une vidéo mise au point sur ses dramas, ouais. Moi, j'ai le souvenir de son live après l'article du Parisien, mais...
Vous savez, le fameux « aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale », j'ai alors décidé de conduire ma propre petite étude sur le sujet. Parmi les 26 vidéos mises au point que j'ai... Attends, alors c'est quoi la vidéo mise au point? Cyril MP4, Coleman... Ah ouais, Coleman, c'était noir. Gaël Garcia Diaz, encore, il faut qu'on parle Hugo Posé, putain. Gaël Garcia Diaz 2, Shira, elle était accusée de racisme, je crois, non? McFly Carito... Ok, je savais pas. Vodka Prod, ok. Norman, Tavici Japon, Thibaut InShape, ok. J'ai identifié, j'ai décidé d'en garder 7 pour vraiment les analyser d'un point de vue sémiotique. Swan et Neo, putain, mais eux, ils ont leur daronne, elle est en tôle en plus, dingue. Également d'un point de vue de la stratégie d'excuse. J'ai sélectionné alors 2 réponses à des accusations. Ça veut dire quoi, blackface? En gros, blackface, c'est comme si moi, là, je me mets ma gueule tout en noir. Je sais pas, je me mets un truc, un maquillage noir ou quoi sur ma tête pour se déguiser genre en Renoir. De VSS, 4 réponses à des polémiques et enfin une vidéo confession d'Enjoy Phoenix qui se confie sur ses derniers mois sur YouTube. Genre en mode être noir c'est un déguisement, tu vois. L'analyse sémiotique d'Iman Ilyas pour les remettre dans mon tableau et j'ai également repris les stratégies identifiées par William Benoit dans son Image Repair Theory. Et c'est marrant, comme je l'expliquais plus tôt, toutes les vidéos soulignent une forme de distinction par rapport au contenu habituel. Dans The YouTube Apology, la chercheuse suédoise Gabriella l'université de Malmo parle de ce qu'elle appelle l'emotional labor. Pourquoi elle est en tôle, la daronne de Swan et Léo? Elle est en tôle parce que... elle a pas détourné de l'oseille. C'était pas une histoire comme ça? Je sais plus. Je sais plus exactement, merde. Mais pour moi, c'était un délire dans le genre. Hein. Donc le travail émotionnel. Elle explique que les youtubeurs et les youtubeuses se doivent de maintenir une face sociale positive constamment. Ils doivent toujours avoir l'air heureux dans les vlogs. Non, alors que moi, je suis le mec le plus aigri de France. Toujours transmettre. Mais moi, c'est ce que j'aime. En fait, c'est pas ce que j'aime pas, mais... En fait, je sais pas, les youtubeurs, t'en as... Je sais pas. Franchement, frère. Positivité. T'as l'impression que tout est beau, tout est rose. Cette face sociale positive, elle va être en rupture avec ces vidéos mises au point où, au contraire, le youtubeur est plutôt négatif. Alors, lorsqu'il sort de cette posture positive, qui est pourtant fausse, hein, et qui... Moi, je vous le dis, il y a des moments, les gars, j'avais envie de crever, donc voilà, comme ça, au moins, c'est clair et c'est net. Hein. Cette sortie de route, en prévenant qu'elle est temporaire et exceptionnelle. Une manière de dire, oui, bon, ok, aujourd'hui, je serai pas positif, mais promis, les choses vont reprendre leur cours normal juste après. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Bah en vrai, moi je l'ai toujours dit. Moi, par contre, je l'ai toujours dit que quand je suis dans le mal, déjà, je stream pas. Genre, je suis pas là. Et quand je reviens, je dis, ouais, bah, juste, j'avais pas envie de stream parce que, genre, j'avais... Enfin, non, mais quand je dis envie de crever, c'est que j'ai abusé, tu vois, mais... genre, en mode, bah, j'étais pas dans le mood, j'avais... Enfin, j'étais pas bien, quoi. Ce que je l'avais dit, parce que déjà, c'est trop important pour oublier quelque chose et je dois bien me faire comprendre. Donc ça sera pas le contenu le plus joué de ma chaîne et vous me verrez aussi beaucoup lire. Ces disclaimers... Moi aussi, le suicidaire, c'est pour ça que je t'aime tant. Yas, ton pessimisme, j'adore ça. Par contre, si t'es vraiment suicidaire et que tu regardes mon stream, force à toi. Enfin, déjà... Pourquoi t'as ces pensées, mec? En début de vidéo, ils vont permettre... Mais ça va, je suis pas le mec le plus pessimiste au monde quand même. En fait, c'est que moi je suis pas pessimiste, les gars. Ça parce que en fait, justement comme lui, en fait, c'est ce que je reprends un peu ces termes, c'est que les mecs, les influenceurs, il faut que dire que leur vie est géniale et que la vie est belle et elle est rose. Sauf que moi, je suis là pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et pour dire ouais, bande d'enculés, la vie elle est pas belle, elle est pas rose. Et le monde, il est méchant, mec, quelquefois. C'est tout, frère. Moi, c'est juste dans la réalité du truc. Permettre aux youtubeurs de garder sa face sociale positive, de garder son personnage et de simplement s'en extraire, ou en tout cas faire semblant de s'en extraire pour une vidéo. Également, mon étude relève que, à part Greg Guillotin et Thibaut InShape, tous les youtubeurs, en tout cas toutes les vidéos que j'ai analysées, utilisent non mais tracassant, ça c'était effrayant ça. À savoir des miniatures qui sont simplement des captures d'écran, comme si elles étaient extraites de la vidéo. Moi tu vas voir un jour, je vais faire une vidéo, ouais je suis en dépression, comme ça, voilà. Genre en mode, ouais... Je vous explique tout, miniature comme ça, contenu de la vidéo, je vous baisse tous. Comme ça, au moins, on est tous clairs, tous au courant, les mecs. Pour la plupart, c'est pas le cas. Hein. C'est le youtubeur qui prend la pause. Ah frère, caméra, attends. Mais l'image qu'on voit en miniature n'apparaît à aucun passage de la vidéo. Mais moi, j'aimerais trop qu'un youtubeur, un jour, il pète sa tête. Et ils disent, mais les gars, mais en fait, vous avez pas compris, je vous baisse tous. Vous me faites tout chier, les mecs. Voilà. Un mec qui parle vraiment avec le cœur. Tu vois que ça vient de ses tripes. Genre, le mec, il fait un burn-out total. Ils disent, mais gros, vous me cassez tous les couilles.
Vraiment, au moins, tu vois, là, pour une fois sur Internet, on verrait de l'honnêteté. Et ça me régalerait, mec. D'analyser ces miniatures parce qu'on en remarque deux. Oh putain. La première qui est un regard caméra. Le youtubeur va affronter la caméra. Coleman, c'était lui avec sa chef sur Twitter. Waouh. Ouah, t'as sorti une rêve, toi, mon frère. Le mec avec sa chef, comment il s'appelait Comment il s'appelait? Je sais plus. Et va la regarder entre guillemets dans les yeux. Et d'ailleurs, on remarque que le plus souvent, ce sont Parasite des vidéos de réponses d'accusation à des VSS qui sont marquées par ce regard caméra avec le youtubeur qui semble vouloir affronter la situation, prêt à défendre sa position. Ça lui donne une impression plus conquérante et plus persuasive. À l'inverse, l'autre type est plutôt sur un regard éloigné, voire un regard vers le bas, qui signifie plutôt l'excuse. Ça laisse quasiment penser à une forme de honte. Le youtubeur regarde ses pieds comme s'il ne pouvait pas affronter, pour le coup, le regard de l'audience. Également, sur la mise en scène, à part Greg Guillotin, aucun n'a mis de musique de fond. Vous l'entendez. Rappelle-toi, Yas Morsay, à l'époque, il disait les termes en insultant. Morsay, il disait les trucs avec le cœur, hein, Cortex aussi. Mais même dans cette vidéo, il y a souvent une musique de fond. Elle va avoir pour but de rythmer les propos. Mais ici, les youtubeurs décident de ne pas en mettre. Aussi, comme le soulignait déjà l'étude d'Iman Ilias, la plupart du temps, on a affaire à qui Victor B, les mecs. Ça va permettre de créer une proximité artificielle avec l'audience. En fait, tous ces éléments, ils vont être là pour jouer une forme de sincérité. Dans Seeking Sincerity Finding Forgiveness, YouTube Apologies as Image Reaper, l'étude met en avant que l'acceptation par l'audience des excuses va dépendre du In the Panda, mais il est v'là connu, lui, il a v'là le buzz. De sincérité perçue de la vidéo. Ici, on voit bien que l'idée d'avoir des artifices du montage, que ce soit la musique, que ce soit une miniature, ou même d'être en mouvement face à la caméra, c'est vu comme des freins à cette sincérité. Pourtant, et c'est là où ça devient très intéressant, toutes les vidéos que j'ai analysées sans exception ont du jump cut. On pourrait s'attendre que ces vidéos mises au point confession se fassent en simili direct, à savoir que le youtubeur allume la caméra, explique simplement ce qu'il a à dire sans avoir besoin de cutter. Non, les youtubeurs sans le cut sont effrayants. Ils peuvent pas s'en sortir sans le cut. Arrête. On découpe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est bien les artifices visuels et directement observables par l'audience qui sont enlevés, mais que le montage n'est pas absent pour autant. Il a simplement comme objectif de devenir invisible, ou en tout cas plus difficile à détecter. Et donc, je vous apprends rien, mais on voit bien que c'est bien une authenticité mise en scène, c'est bien une authenticité... Ah ouais, mais en vrai, moi, ce qui me tue, c'est que, tu sais, dans ces vidéos-là comme ça, il y a des moments où ils pleurent, des trucs comme ça, et ça veut dire ils voient ces moments et ils se disent là, il y a de l'émotion, là, il y a du poignant, là, c'est pas mal, là, ils vont kiffer, et ils cuttent pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, c'est hyper bizarre. C'est particulier. Très particulier. Le youtubeur n'est pas complètement authentique. Que du vice. D'ailleurs, de toute façon, il ne peut pas l'être. Mais il va mettre des stratégies en place pour donner l'impression de tomber le masque, alors qu'en réalité... Alors comment, ouais, au moins Prime, il a le mérite de l'avoir fait en live. Pour moi, les vrais bonhommes, pour moi, ceux qui ont fait une connerie, c'est ceux, ils balancent un live, ils se prennent tout le chat en direct dans la gueule, aucune censure. Et là, mon pote, paf, il parle. Il le garde, puisqu'il garde le montage. Également, en sur bonhomme. la sélection large des 27 vidéos mises au point, seules 4 mentionnent directement le sujet dont il est question dans le titre. La plupart préfèrent utiliser des paraphrases, restent très évasives, ou font plutôt des sous-entendus autour de la vérité, des explications ou des excuses. Parfois, cette stratégie de ne pas en dire trop... Après, ouais, le problème, c'est que ça s'est passé 2 fois. Bon, Prime, c'était Chat Only, et deuxième fois, The Kairi. Oh non... Ouais, Casper le fond. Ça va? Putain, t'es tout blanc, mon gars. Ouais. Ou The Kairi, bah, il a fait son stream. The Karim, il a fait son stream et bon, bah là, c'était vraiment une catastrophe. Yas, Live Plus. Wesh, réveille-toi, Zebbi. Mais moi? Non, bah attends, s'il te plaît. Attends, une semaine, j'ai stream 6 fois quand même, s'il te plaît. Fait et même étendu à la vidéo. Tu veux que je fasse quoi de plus? Notamment à celle de Norman qui répond à des accusations de VSS. Norman commence sa vidéo avec une intro pour, soi-disant, contextualiser le contenu. Mais là, il va utiliser une technique rhétorique extrêmement efficace et pourtant complètement insidieuse.
il ne va jamais donner la qualification des faits. Il va parler de procès, d'enquête, de goujaterie. Il n'emploie jamais les termes et la qualification des accusations qui lui sont faites. À un moment, il se justifie même par le fait que si jamais il le disait, le robot YouTube arriverait à le censurer. Suite à une plainte déposée à mon encontre au début de l'année 2020, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris, relatant des... Ouais, mais le robot YouTube va le censurer de sa monétisation. Allez, big up la Somalie. Merci LCS pour le sub. Ouais, t'es bien renseigné, tu reclaques, ouais, t'as bien raison, ouais. Faits présumés survenus entre 2015 et 2018. Mais pour moi, si tu dis le terme viol sur YouTube, t'es pas... Je suis à 2 doigts de faire le test en direct, rien que pour voir, les gars. Là. Si je mets une vidéo en non répertorié, voir si je suis monétisé ou pas, si je dis juste le terme viol. Et même si je mets même en titre viol. Mais franchement, les gars, je vais essayer. Alors, on va faire le test. Alors, attendez, je vais le faire. Hein. Je mets en non répertorié, histoire de voir. Attends, qu'est-ce que je peux dire pour... Attends, un peu dans... Ok, je vais... non, mais attends, non, parce que là, ça va être dur, contexte de ouf. On va dire, oui, bonjour... Attends. Ah, tu vas flinguer ta chaîne. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais, merde. Ouais, bon, en fait, peut-être qu'on va pas faire ce test, les mecs. Hein. Peut-être qu'on va pas faire ce test. Peut-être que c'est une mauvaise idée. En fait, je vous aime bien parce que des fois, vous me dites, gros, t'as clairement une idée de merde. Et genre, vraiment... Genre, abstiens-toi, tu vois. Elles m'ont accusé de choses tellement graves, mais horribles que... Non, je peux pas ouvrir une autre chaîne. Parce que autre chaîne, t'as pas la monétisation. Je vais même pas pouvoir les prononcer dans cette vidéo, sinon le robot YouTube va me censurer. Or, c'est faux. Hein. On peut dire corruption et détournement de mineurs, et regardez, ma vidéo est encore en ligne. On peut aussi dire viol, puisque c'est ce dont il est accusé. Cette technique rhétorique, elle me paraît particulièrement efficace, puisque toutes les personnes n'étant pas spécialement au courant des accusations vont donc uniquement se baser sur les dires de Norman, qui parle lui plutôt de drague un peu lourde ou de goujaterie. Sa défense apparaît alors comme beaucoup plus acceptable, d'autant plus que sa vidéo sort de nombreux mois après les accusations. En décidant il vient de sortir une vidéo aujourd'hui qui Norman pour lesquelles il est accusé, Norman s'approprie le narratif autour de son affaire. Oh dinguerie! Il a vraiment sorti une vidéo en plus. De se défendre uniquement des accusations dont il souhaite et de parler d'ailleurs uniquement des affaires dont il souhaite. Une autre stratégie de défense pour les personnes face à des polémiques, des bad buzz ou aussi face à des VSS, c'est d'attaquer les accusants. Par exemple, Gaël Garcia Diaz qui mais elle est accusée quoi de... subi un bad buzz pour avoir dit le N-word dans un clip. Oh c'est vraiment très con, ah bah ça! Oh ça c'est moche! Oh putain Gaël Garcia, merde! Le N-word, t'as pas honte? Notamment passer toute une partie de sa vidéo à parler... Il y a 5 ans. Franchement, moi je vous le dis les mecs, il y a 5 ans ça commençait déjà à être bien tabou le N-word, mais il y a des gens, je vous jure les gars, plus de 5 ans, genre 7-8 ans, ça, quand il y avait du N-word et tout dans les sons et tout, ça, franchement les mecs je vous le dis, ça le lâchait à balle, genre il y a full monde qui le disait. Genre, tu vois ce que je veux dire? Personne n'en a... Enfin, les gens, ils avaient pas la conscience de ce truc. Tu vois ce que je veux dire? Les haters, et à s'attaquer aux haters... Ils avaient pas la conscience de l'impact du mot, à l'époque. Elle refuse de s'excuser pour les haters, mais qu'elle accepte de s'excuser pour ses vrais abonnés. Alors, je vois... déjà débarquer les snipers de l'erreur, les débusqueurs de fautes fatales, hein, comme j'aime les appeler. Bon, là je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer la stratégie, à tel point elle est claire. L'objectif ici, ça va être de décrédibiliser... Oh non les gars, là il y a du multiplex de ouf les gars. Là il y a Tibin Jones, il envoie une vidéo aussi de l'un des... Ah non, on mange trop là. On mange trop. Ça c'est du bon dimanche ça. La crédibilité de ces accusations. Également, l'action corrective est souvent mobilisée. Les youtubeurs dans les vidéos mises au point disent souvent vouloir faire mieux et mettre en place des stratégies concrètes pour faire mieux et d'éviter de refaire ces erreurs. Mais Emma Cakeup, elle avait fait quoi Enfin, je sais qu'elle est dans v'là les trucs de merde, elle a fait v'là les trucs de merde, mais quoi exactement? Je sais plus, elle avait pas... Enfin, juste mis à part le fait qu'elle avait montré son fion une fois sur Insta, mais... Je sais plus ce qu'elle avait fait. Je sais plus exactement ce qu'elle avait fait. Dropshipping et escroquerie, ah ouais merde. L'analyse d'Iman Ilyas, qui voit dans ses vidéos d'excuses une forme de mise en scène du chemin de la repentance chez le créateur de contenu. Cela passe par la mise en avant d'un ethos du repentant
avec la volonté de se racheter et de devenir meilleur. Ce qui ressort de cette étude que j'ai pu faire des vidéos d'excuses, ou ce que j'appelle des vidéos mises au point des youtubeurs, c'est que certes, les stratégies sont différentes, notamment on voit une claire différence dans les stratégies de réponse entre les personnes accusées de VSS et les personnes qui répondent à un bad buzz. Mais quand il dit... Attends, VSS, je suis débile ou quoi? VSS, c'est violence sexuelle. Qui font simplement une vidéo confession, et ça paraît assez logique. Pour autant, on voit très clairement un tronc violence commun sexuelle dans la et mise en sexiste, scène ok. et dans les codes de ces vidéos. Mais la vraie question, c'est est-ce que ces vidéos mises au point sont vraiment efficaces? Oh bah... Dans un premier temps, je serais tenté de dire que c'est avant tout une méthode qui comporte beaucoup de risques. Déjà, faire une vidéo pour répondre à un bad buzz, ou même pour répondre à des accusations de VSS, c'est risquer d'associer son image à ces mêmes accusations et à cette polémique. Pourquoi ici Japon? Il a fait quoi Tev? De bien grave. Risquer d'associer son image Je vous explique la situation. Qu'est-ce qu'il a fait Tev? À ces mêmes accusations et à cette polémique. C'est aussi le risque de devenir un mème ou d'être moqué sur les réseaux sociaux et d'avoir des extraits qui sortent et qui sont tronqués, ce qui est moins le cas avec un texte. Comme ce fut le cas aussi pour Thomas Sirix qui s'attaquait à ses anciens partenaires Voxmakers. Oh putain! Oh, ça me dit un truc de ouf ça! Oh, ça me dit un truc de ouf! Qu'il annonçait vouloir les attaquer en diffamation et qui avait tourné donc en dérision cette vidéo réponse et ce qui lui avait fait perdre de la crédibilité. Et c'est intéressant, dans l'étude dont je parlais tout à l'heure, les chercheurs ont analysé des milliers de commentaires sous ces vidéos d'excuses et sont arrivés à une conclusion qui est pourtant assez évidente mais qui est intéressante d'avoir, de confirmer. Ces vidéos prêchent avant tout les convaincus. À savoir que la plupart c'est cette 2, merci pour le sub. Avaient déjà avoir une image positive du créateur auparavant et l'inverse pour le négatif. Donc finalement, ces vidéos mises au point, elles vont pas forcément convaincre grand monde de changer d'avis. Peut-être que ça peut être utile par contre pour les personnes qui hésitent et qui sont un peu entre les deux. Pour autant, le vrai problème de ces vidéos, c'est la répétition des codes. Aujourd'hui, le public, et d'ailleurs mes vidéos en sont un peu la preuve, est de plus en plus éduqué à ces codes des médias et à ces stratégies pour essayer de créer cette relation transparasociale ou de créer... Putain, ah ouais, il y avait Gad Elmaleh et Copy Comic, mais ça bon... Johnny Somali qui va aller en prison, mais lui c'est un fils de pute. Lui c'est juste un sale fils de pute qui mérite que ça. Donc crois-moi que je ne vais pas pleurer pour ce mec. Hein. Ces vidéos qui se ressemblent toutes et qui reposent toutes sur la même stratégie, bah le public commence à réussir à les déchiffrer. Et il a fait quoi? En gros, pour ceux qui savent pas, Johnny Somali c'est un streamer kick qui globalement il faisait v'là la merde quand il allait au Japon, Corée du Sud. La merde en question, c'est en mode, il allait devant des monuments aux morts, il dansait devant des monuments aux morts et tout, il mettait de la musique, genre du Michael Jackson, il en avait rien à foutre. Enfin, genre, il faisait vraiment que de la grosse merde. Que des trucs dans le genre, quoi. Pour autant, il serait faux de dire que les vidéos mises au point ne fonctionnent pas du tout. Déjà, on pourrait dire, et ça se voit avec la sélection que j'ai faite de vidéos, la plupart des créateurs qui ont fait ces vidéos mises au point ont encore une carrière aujourd'hui. Mais là, on est un peu face à un biais du survivant. Et donc, se baser uniquement sur les youtubeurs qui ont réussi à faire carrière après une vidéo mise au point, bah en fait, c'est pas forcément très pertinent. D'autant que ça ne prend pas en compte ceux qui y répondent tout simplement pas et qui, au contraire, c'est un chien de la casse, ou ceux qui font simplement un petit communiqué sur leur réseaux sociaux et qui passent rapidement à autre chose. Pour autant, là où la vidéo mise au point peut être particulièrement pertinente, c'est qu'elle permet de créer une forme de nostalgie vis-à-vis du contenu. Ce sont des vidéos qui sont, bah, comme je l'ai dit, pas vraiment montées, un peu filmées soi-disant à l'arrache avec une caméra et juste le youtubeur qui s'exprime face à la caméra. Non, Deadzak va encore nous prendre la tête avec sa Corée là. Très sommaire, mais qui a fait... React à la vidéo d'excuses de Zekari, s'il te plaît, il y a trop de folie. Mais je me rappelle même pas. YouTube et qui rappelle cette user generated content, donc ce contenu créé par les utilisateurs, qui a fait souvent le succès de ces vidéastes. C'est ce que souligne Enjoy Phoenix dans sa vidéo confession, où elle explique que justement cette vidéo confession lui redonne un peu ses sentiments des premières vidéos. Mais elle a fait quoi, mec, Enjoy Phoenix? Mais j'ai l'impression que tout le monde a fait un truc en fait. Où elle s'exprimait simplement face à son audience. Également, ça va malgré tout créer une forme d'empathie humaine. Norman prend même appui sur sa femme et ses enfants, et c'est d'ailleurs pas le seul à le faire, pour créer cette forme d'empathie. Et en fait, je comparerais un peu ça à la suspension d'incrédulité qu'on peut avoir face à un film. Dans chaque film, il y a un moment que Blake Snyder, qui a écrit un super livre sur l'écriture de scénario, appelle le All is Lost. Le All is Lost, ça se passe dans le 3e acte, donc vers la fin du film, au moment où on est persuadé que le héros est vaincu. Ton stage avant TK, c'était combien de temps avant le drama? 1 an.
Un an, hein, bah ouais, c'était l'année d'après. Où Spider-Man se retrouve à terre face à son ennemi, persuadé que la mort l'attend. On sait que Spider-Man va gagner. On sait qu'il va trouver un moyen de s'en sortir. Toi, t'avais quand même mis dans la sauce parce que tu t'étais mis en couple. Bon, ça, c'était pas une sauce méchante, ça a duré un jour en mode ouais, putain, ce clochard a une meuf. Mais à ce moment-là, on ne peut pas s'empêcher, en tout cas si on C'était léger. Mais ça m'avait fait mal au cœur un peu. Parce que je me suis dit, putain, mais. Genre, je termine en tété pour ça. Je fais, putain. Enfin, quand je voyais que des gens m'insultaient ma mère, je fais, mais frère, j'ai rien fait. J'ai littéralement rien fait. Genre, vraiment. En fait, j'ai dit, mais les gars, j'ai dit, vous me reprochez un truc où j'ai genre juste rien fait. Genre, je sais pas. D'avoir une forme d'empathie pour Spider-Man et de se dire. Genre, vraiment, c'était la première fois. C'était la première fois où je regardais mon téléphone et je repensais au tweet de Tyler, the Creator, haha, cyberbully, nanana. Enfin bref, vous connaissiez. Et je sais pas, je dis, wesh, mais c'est... Genre vraiment, j'avais pas du tout envie de regarder mon téléphone ce jour-là. J'ai dit, j'étais dégoûté, tu vois, carrément. J'étais en mode, frère, mais j'ai rien fait. Spider-Man, derrière toi. Et je trouve qu'il y a un peu... T'as pleuré à l'époque? Non, genre, je suis sorti, j'ai pris un café, tu vois. Genre vraiment, littéralement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ça me casse les couilles, je vais sortir et je vais aller au café, tu vois. Genre, je vais voir des potes, voilà. Mais genre, vraiment, j'ai dit, wesh, ils sont bizarres, les gens. Enfin, je pensais pas que ça allait prendre une tournure comme ça. Je pensais pas, tu vois. Genre, je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Sachant que ce n'était pas la première fois, en plus, donc bon. Avec ces vidéos mises au point. On a beau savoir que c'est faux, on a beau savoir que c'est mis en scène, il y a toujours une petite forme d'empathie émotionnelle qui va en ressortir. On va toujours un petit peu s'impliquer émotionnellement, et même si au global on se souviendra des ficelles qui ont été utilisées, et on se souviendra aussi de ce petit sentiment empathique qu'on a ressenti. Particulier. Puisqu'effectivement, ces ficelles sont très efficaces. Et c'est là-dessus que continuent à jouer ces vidéos mises au point, et c'est pour ça qu'elles continuent à être utilisées par les créateurs de contenu. C'est que même si on connaît les codes, et ben ces codes sont tellement efficaces qu'ils continuent à fonctionner, en tout cas dans une certaine mesure. C'est pour ça que les youtubeurs sont forts dans la manipulation des peuples. C'est pour ça qu'ils sont influenceurs, mec. Pour moi, les vidéos mises au point, et c'est ce que je disais au début, marquent surtout le manque d'accompagnement et de connaissance des créateurs de contenu du domaine de la communication de crise. La vidéo mise au point offre un cadre rassurant par les youtubeurs, puisque... Le futur des vidéos d'excuses, mec, c'est les lives d'excuses. Ça, c'est le turfu. Familier, il a déjà été fait par d'autres créateurs de contenu. Et surtout, il limite les risques de sortie de route. Et le format, effectivement, peut s'adapter à certaines situations, puisqu'il continue à fonctionner grâce à son appui sur des ressorts émotionnels basiques qu'on a vu juste avant. Mais pour moi, aujourd'hui, il est trop codifié et trop identifié par l'audience pour être efficace. Et il peut même créer une forme de rejet. Ah, frère. Les notes d'iPhone pour se défendre des accusations. Moi, je trouve qu'en plus, les lives d'excuses, ils ont plus d'impact que les vidéos d'excuses, carrément. Et du coup, les meilleures vidéos mises au point sont celles, selon moi, qui sortent un peu de cette norme. Je pense à la vidéo de Greg Guillotin, qui est la seule qui remplit quasiment aucune des conditions de la vidéo mise au point et qui est pourtant une réponse à une polémique et une vidéo mise au point. Mais après, T'as pas des excuses à nous faire? Bah, force, hein, allez vous faire enculer. Hein. Mauvaise première vidéo mise au point où c'était sous forme de FAQ et... T'as vu le live d'excuses de Solar Yoshi, était venu accuser en pointeur. Il a mis un waiting screen de la musique et tout. Putain, je m'en rappelle. Putain, je m'en rappelle. C'était une dinguerie, ça. Putain, il en avait rien à foutre, Yoshi. Et où ils s'embourbaient dans leurs mensonges et après un passage... Mais au final, c'était vrai ou pas? Touche pas à mon poste aussi très compliqué. La seconde vidéo est excellente. Il fait un sketch en reprenant les accusations directes, en les tournant en dérision, tout en s'excusant face à l'audience. Et en finissant la vidéo avec un pas vers l'avant, à savoir annoncer de futurs projets. Une autre vidéo mise au point... Mais par contre, dans un live d'excuses, faut juste... En fait, faut que tu mettes ton chat, mais faut pas que tu le regardes. Parce que si tu regardes ton chat, par contre, t'es mort. Genre là, mec, c'est FF... FF, ton mental, il est ailleurs, t'as tout perdu. Réussi pour moi, et la dernière vidéo de McFly et Carlito qui annonce arrêter les dégustations d'alcool. Ça fait suite à un... Mais le chat de Prime, il était subonly à fond. Donc ce qui pourrait être une vraie crise, une vraie polémique. Et les youtubeurs arrivent, pour une fois, à trouver un très bon équilibre entre... Pourquoi t'y penses? Mais en fait, j'essaye d'imaginer la situation. Elle doit être horrible. Parce que déjà, quand tu vois un truc qui te plaît pas dans le chat, tu le vois le message. Tous les streamers, ils voient vos messages, les gars. Hein. Sauf, mis à part, peut-être les Amine, les Billy et tout, parce que là, le chat, il défile à la mort. C'est illisible, tu peux pas lire. De toute façon, ils ne lisent pas le chat. Mais quand c'est des youtubeurs, quand c'est des streamers, tu vois, normaux, entre guillemets, comme là, mec, les messages, on les voit tous. Et quand tu vois un message qui te tilte, tu fais genre, tu l'évites pas, mais il est dans ta tête. Et c'est horrible.
Et quand, dans une situation comme ça, gros, où t'es accusé des trucs de fou, et ça fait que de t'insulter ta mère, t'es mort. Tu lis jamais mes messages menteurs. Bah, malheureusement, si, mec. Allez, on rentre dans ta tête. Mais tu sais que des fois, enfin, c'est humain, quoi. Légèreté, et donc en gardant leur ton des vidéos. Le chat sur Twitch est plus sympa et cordial que sur TikTok ou Twitter, non? Je sais pas, frère. Après, les gens sur Twitch sont globalement sympas, je trouve, hein. Non? Je sais pas. Moi, je vous trouve plutôt sympa, même si des fois, vous avez des... Vous divaguez un petit peu, les mecs, mais vous n'êtes pas non plus... habituel, des tocards. Tout en faisant passer un vrai message de prévention et en acceptant la sanction et surtout en présentant leurs excuses. Je pense que ça dépend du streamer. Il y a qui comme streamer, vraiment, il a un chat imbuvable. Genre, c'est horrible de lire son chat. Genre, il n'y a rien d'intéressant qui en ressort. Ouais, The Carry. Ah ouais, bah voilà. Ouais, The Carry, typiquement. Et Lydia, mais en fait, le problème d'Elydia, c'est que juste les gens sont juste des chiens de la casse. Parce qu'en plus, la meuf, elle est juste normale. Elle joue au jeu, tu vois. Genre, elle est totalement normale. Mais Lydia, c'est terrible, frère. Des fois, t'as des gens... Oh, la gueule, hein. Mais Pfut, moi, je trouve que Pfut, ça va, frère. Enfin, en fait, il y a des moments où son chat, il est terrifiant. Et à des moments, il est chill. Tu vois ce que je veux dire? Mais par exemple, The Carry, les gars, putain, la gueule. Oh, la gueule du chat de The Carry, vraiment, t'as peur, mec. Tu t'as envie de te tirer une balle, carrément. Brahim, je vous avoue que ça fait longtemps que je suis pas passé sur les streams de Brahim, donc je peux pas vous dire, les gars. Donc, premier réflexe, un peu égo, un peu genre... oh la loi. On fait ce qu'on veut. Ça dit quoi, le chat de The Carry? Bah, typiquement, ouais, ton père le mort va te faire enculer, papa ours. Genre, que des trucs comme ça. Sauf que le père de The Carry, pour le coup, est vraiment décédé. Et voilà, quoi. C'est que des trucs comme ça. Et la loi. Et après, on a réfléchi. On s'est mangé une petite pression. Et après, on s'est dit, attends, mais en même temps, est-ce qu'on comprend pas un peu les gens qui se battent pour ça? Et la vérité, c'est qu'on... Désolé, j'ai rigolé, je suis une merde, t'as pas honte? Pour Gaël Garcia Diaz, qui a été accusé de faire son voyage presse au Japon et donc de pas respecter l'écologie, et qui en a pas dédié une vidéo complète, mais qui a fait une FAQ où elle répond à cette polémique dans plus de 50% de la vidéo. C'est des techniques... C'est quoi le message qui t'a le plus tilt? En vrai, moi, je sais que je tilte facilement. Il y avait une période où je tiltais à la mort. Là, maintenant, ça va parce que je suis en détente. Mais peut-être... En fait, des fois, il y a des moments où je suis sur FIFA et je fais que de perdre, c'est-à-dire relativement tout le temps. Et genre, ça me rend fou. Ou alors, quand il y a une blague... Genre, vraiment, le cas typique où il y a une blague, mais la blague, elle dure depuis genre 6 mois et le mec, il veut pas lâcher ça, tu vois. Et genre, le mec, il arrive dans le chat en pensant sortir une blague genre de fou, alors qu'elle est périmée depuis déjà 1 an, et ça me rend fou, tu vois. Genre vraiment, ça m'agace. Tu vois ce que je veux dire? Qui vont leur permettre de répondre à ces polémiques sans pour autant retomber dans la fameuse vidéo mise au point. Non, mais pas Kouakoubé, mais par exemple, typiquement, le cas avec Fanny et Modric, c'était marrant un jour, tu vois, mais sauf que la vanne, elle a duré littéralement 1 an et demi, tu vois, et au bout d'un moment, j'ai fait, ouais, bon, les mecs... Waouh, putain, on a capté la blague, quoi. Genre vraiment, les gars, je vous jure, on l'a compris. Ou genre, ouais, l'Eleven All-Star, t'as joué 30 secondes. Je fais, ouais, les mecs, lourd. Je fais, ouais, lourd, la blague et tout. Enfin, oui, c'est réel en soi. Mais je fais, putain, ça fait 2 ans, quoi, les gars. Genre, au bout d'un moment, lâchez le steak. Sont plus efficaces. Elles vont permettre de vraiment toucher leur audience, de vraiment s'exprimer, sans pour autant créer cette espèce de rejet et créer aussi cette forme de polémique. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez. Dans le trash talk innové. Si vous en aviez moi, je veux de la nouveauté. Parce qu'en plus. Qui vous viennent en tête aussi que j'ai pas abordé, ça m'intéresserait beaucoup. En tout cas, j'espère que ce début de Novembre Rose vous plaît. On se retrouve dimanche prochain. La blague Zach Nani et Fnac Darty, elle a duré longtemps et elle dure encore cette blague. Hein. Bah, le dernier en tête qui l'a fait, c'est Nicotine, il y a littéralement, hier en fait. Donc bon. Ouais, t'es pas le nananana que tu pensais être, ça me rend fou. Là maintenant, les gens, ils l'utilisent plus du tout. Je trouve que les gens, ils utilisent plus du tout tu n'es pas le tac 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 que tu penses être. Pour moi, les gens là, on le voit de moins en moins, mais il y a un moment où les mecs, ils étaient complètement matrixés par ça, mais j'en pouvais plus, frère. En fait, c'est que les gens, ils parlaient tous de la même manière, ça me rendait fou.
Mais ça me rendait fou, vraiment. Et le pire, c'est que quand tu disais ouais, mais les gars, vous parliez tous de la même manière, mais tu te faisais insulter ta mère. Et je fais ouais, putain, mais ouais, je suis fou, quoi. Je fais ouais, je sais pas, peut-être que je suis taré, frère. Les blagues sur les burgous, ça me fume de rire alors que ça fait 2 ans. Non, moi, je suis désolé, les gars. Et c'est pas bien. Mais je sais pas. Je sais pas si vous voyez c'est qui Axoskill, les gars. Mais Axo, quand il répond à Valouz, les gars, moi, ça me fait trop rire. Genre vraiment, quand il dit, ouais, va faire un Rodriguez... attends, va faire un Rodriguez à 135 €, comme ça, t'auras la sensation de voler les clients comme Rodri a volé le ballon d'or. Alors là, moi, mon pote, ça me fait bien rire. Hein. Il avait sorti aussi le Rafi News, je sais plus pourquoi. Que des trucs comme ça me fait bien rire, ça. Après, les gars, moi, je suis quelqu'un de très simple. Hein. Genre, vraiment, de toute façon, vous êtes pas très étonnés, mais moi, je suis très, très simple, mec.